cœur de Paris, sur le Champ de Mars, le monument des droits de l'homme. Une drôle de construction édifiée discrètement par l'ancien président de la République, François Mitterrand, et qui, de par sa forme, nous fait penser à un ancien temple judaïque. Or, nous avons devant nous un monument hermétique qui rassemble de nombreuses références. Certaines sont connues, d'autres beaucoup moins. Parmi la multitude d'éléments qui s'offrent à nos yeux, la célèbre phrase de la peinture des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Et in Arcadia ego. Cette œuvre a sans doute son importance car nous la retrouvons en relief sur le cénotaphe de Nicolas Poussin, érigé à Rome par Chateaubriand, aux alentours de 1830. Les bergers d'Arcadie se situent actuellement au musée du Louvre, mais avant cela, Louis XIV avait gardé précieusement ce tableau dans ses appartements privés jusqu'à sa mort. Pour quelle raison? Nous l'ignorons. Ce que l'on sait, c'est que son intendant Colbert avait fait rouvrir les mines de Blanchefort, situées au cœur de l'ancienne région de l'Aude, le Razès. Plus précisément, les mines d'or et d'argent près de la commune dite de Bain-de-Règne, qui depuis a vu son nom évoluer, pour devenir Rennes-les-Bains. À quelques kilomètres de Rennes-le-Château et des mystères de l'abbé Saunière, une question évidente nous vient à l'esprit. Et si le trésor du Razès se situait à Rennes-les-Bains? L'affaire du Razès a évolué au fil des années. Si nous sommes partis d'un trésor à Rennes-le-Château, la perception de l'affaire a changé parmi les chercheurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux situent la clé du mystère autour de Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains est une commune contiguë à Rennes-le-Château, et l'abbé Boudet y a officié pendant plus de 40 ans, durant des années similaires à celles de l'abbé Saunière. Tout comme Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains est aussi un terrain de jeu aux multiples indices et le rendez-vous des chercheurs en été. Traversé par la Salse, ce petit village de 160 habitants est voué au thermalisme depuis l'Antiquité. Très prisé par la noblesse romaine de Narbonne, ses multiples sources d'eau étaient réputées, entre autres, pour ses vertus en rhumatologie. Située au fond d'une ruelle, l'église est précédée d'un porche qui permet de se rendre au cimetière du village. C'est dans ce lieu que nous pourrions trouver un premier indice et inspecter la tombe du curé Janvier, le prédécesseur de Boudet. Ce nom rappelle le mois de janvier dont le nom vient du latin Januarius, en l'honneur du dieu romain des portes, Janus. Et effectivement, dans le cimetière, la tombe de l'abbé Janvier semble indiquer un curieux rébus. La ligne qui attire le regard est celle qui indique la date de sa mort. L'inscription met en valeur les chiffres 1 et 7, qui combinés donnent le nombre 17. À présent, si on associe ce nombre à son nom, Janvier, on obtient 17 janvier. Le graveur a-t-il profité de la sonorité du nom Janvier afin d'établir un jeu de mots qui nous renvoie à une date très particulière? Certainement, car il faut savoir que dans l'affaire des deux reines, le 17 janvier représente une date remarquable. Elle est notamment citée dans Le Serpent rouge, l'apocryphe de Pierre Plantard. On la retrouve également dans la stèle de la Dame d'Aupoul, décédée un 17 janvier. Cette même stèle disparue du cimetière de Rennes-le-Château et qui aurait été, selon la légende, burinée par l'abbé Saunière. De plus, cette date renvoie au mystère des pommes bleues, où chaque année, lors du 17 janvier, des chercheurs se retrouvent pour un repas commémoratif et contemplent un phénomène lumineux dans l'église du village. Le 17 janvier est aussi la fête de Sainte Roseline, une sainte souvent assimilée à Sainte Germaine de Pibrac,
première lettre du mot Graal dans l'église de Rennes-le-Château. Sainte-Roseline a été rapprochée du méridien de Paris par un jeu de mots, la Sainte-Rose-Ligne. Car ce méridien, le méridien 0, datant du XVIIe siècle, passe entre les villages de Serres et d'Arques, mais aussi par la commune de Rennes-les-Bains. Enfin, le 17 janvier est particulièrement marqué par les fêtes de Saint-Antoine et de Saint-Sulpice. Saint-Antoine l'Ermite évoque l'église de Rennes-le-Château, tandis que Saint-Sulpice est associé à l'église de Paris ainsi qu'à celle de Bourges, où il fut évêque. Bourges, tout comme Paris, sont deux villes traversées par le méridien. Ainsi, le 17 janvier semble être une date ésotérique, une date clé liée au cœur des mystères du Razès. Mais revenons maintenant à l'abbé Boudet. Quel secret repose avec lui sur sa tombe? Y découvrirons-nous d'autres indices? C'est André Goudonnet, passionné du mystère de Boudet depuis de longues années, qui va nous guider auprès de la sépulture de l'abbé. Bon, nous sommes ici, dans le cimetière de Rennes-les-Bains. Voici l'église où a officié l'abbé Boudet pendant 42 ans. Donc on pourrait s'attendre à trouver sa tombe dans le cimetière de Rennes-les-Bains. Or, on trouve effectivement une tombe Boudet dans ce cimetière, mais ne sont enterrés dans cette tombe que sa sœur et sa mère. Pour trouver la tombe de l'abbé Boudet, il faut aller à Axat. Nous devons donc prendre la route pour nous rendre à Axat. Si l'abbé Boudet nous intéresse autant, c'est en raison d'un livre qu'il a écrit il y a 150 ans. Un livre lu et relu par les chercheurs de trésors et de vérité. La vraie langue celtique ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Ce livre détiendrait, pour qui saurait lire entre les lignes, des connaissances cachées. Mais pour quelle raison? Est-ce un trésor? Un tombeau? Une nécropole? Un temple oublié? À moins que tout ceci ne soit qu'un jeu de pistes infinies, comment serait-il possible de le savoir si nous n'allons pas jusqu'au bout de notre enquête? C'est ici, à Axat, que l'abbé Boudet a souhaité reposer aux côtés de son frère Edmond, qui a contribué à la vraie langue celtique en effectuant les gravures et la carte de Rennes-les-Bains. Si ce mystérieux livre a son importance, alors ne devrions-nous pas trouver un indice fondamental sur la tombe des frères Boudet? Nous retrouvons André qui dresse pour nous le portrait de l'abbé Boudet. On a son CV par l'évêché, on sait tout son parcours. Je pense qu'on peut le qualifier d'érudit, oui, parce que de toute manière, un curé qui fait le petit séminaire, le grand séminaire, qui passe après une licence d'anglais, c'est pas n'importe qui, et surtout à l'époque. Donc oui, il faisait partie des érudits locaux, hein, de toute manière. Je pense qu'il était aussi un peu médecin, voilà, qui soignait les gens par les plantes. Il a marqué les habitants par sa présence, quoi, parce que c'était un très bon curé, quoi, enfin, quand il était aimé de ses paroissiens. Il arrive à Rennes-les-Bains en 1872, il va y rester 42 ans, il va être enterré ici, à Axat, alors qu'il aurait pu être enterré à Rennes-les-Bains, puisqu'il y a la tombe de sa sœur et de sa mère, déjà là-bas, mais il va venir être enterré avec son frère, Edmond Boudet. Et la tombe, elle est très très sobre, justement. Il n'y a pas de signe ostentatoire de richesse ou il aurait pu utiliser du marbre, Non, c'est tout simple. Il ne voulait pas attirer l'attention sur lui, quoi, en fin de compte. Contrairement à l'abbé Saunière, l'abbé Boudet souhaitait rester discret, y compris à travers sa sépulture. Les années qui ont passé rendent difficile la lecture de l'épitaphe, mais il est impossible de passer à côté d'un détail inhabituel et insolite. Cette tombe a la particularité de posséder un petit livre fermé, ce qui n'est pas très courant sur les pierres tombales.
et ce petit livre comporte le mot en grec « ictus » qui veut dire « poisson ». Seulement, boudé par un artifice, quand on se met sur le côté de la tombe et qu'on lit à l'envers, on lit 310-11. Or, 310, c'est justement le nombre de pages de la vraie langue celtique qu'il va écrire quand il est à Rennes-les-Bains. Et 11, bon, ça peut être le numéro d'un chapitre. Beaucoup de gens ont dit que 11 était la clé, parce qu'à la page 11, il dit que l'anglais est la clé de la vraie langue celtique. On peut faire beaucoup d'interprétations sur ce chiffre 11, de toute manière. Alors effectivement, sur sa tombe, on va retrouver le chiffre 11. On va retrouver le chiffre 11 aussi dans son livre, AC. Et 11 pourrait se traduire par AA, qui était une société secrète de son époque et qui concernait justement des prêtres royalistes, enfin, donc, et qui transmettait un secret. Très peu connue, l'AA, société secrète émule de la Compagnie du Saint-Sacrement, elle-même en lien avec l'église Saint-Sulpice de Paris, pourrait être une piste très sérieuse. Mais retenons pour l'instant l'idée qu'une société secrète ecclésiastique pourrait être détentrice d'un secret d'église. À l'époque des abbés Saunière et Boudet, c'est l'arrivée des républicains au pouvoir en 1879 qui vise une réduction du poids de l'Église catholique dans la société. En France, nous sommes à la veille d'une séparation entre l'Église et l'État, et c'est une période de confusion pour tous les prêtres de cette fin de siècle. C'est curieusement à ce moment précis que nos prêtres du Razès décident de transmettre des messages cryptiques, semant des indices qui survivraient à leur passage sur cette terre. La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains pourraient faire partie de cet héritage. Ainsi, derrière le texte invraisemblable du livre prétendument lié à la linguistique, Boudet évoquerait de manière symbolique un tombeau remontant à l'Antiquité et intimement lié à la résurrection. Les thématiques de secret, de tombeaux et de religion, profondément ancrées dans cette histoire, semblent omniprésentes. Quittons Axat pour retourner à Rennes-les-Bains et continuer à explorer les particularités de ce lieu. Rennes-les-Bains est une station thermale qui a connu une grande popularité à l'époque de l'abbé Boudet. De nombreuses prises de vue témoignent de l'animation qui régnait dans et autour de ce petit village. Sur ces cartes postales anciennes datant de 1900, nous apercevons des familles, des promeneurs et des curistes prenant la pause dans des lieux aux noms évocateurs. Le Cerf-Bayrou, la Fontaine des Amours, les Roches Tremblantes. Ce dernier site a notamment été dessiné par le frère de l'abbé Boudet et figure dans son livre « La vraie langue celtique ». N'oublions pas la Fontaine du Cercle, située un peu à l'écart des habitations, qui abrite un mystérieux fauteuil en pierre. Autrefois connu sous le nom de fauteuil du diable, il est aujourd'hui plus communément appelé par les locaux le fauteuil d'Isis. On raconte qu'en s'asseyant sur ce fauteuil, d'étranges sensations envahissent l'esprit du visiteur. Ces lieux-dits évoquent des légendes et des curiosités, mais pas nécessairement l'aspect historique du lieu. Pour trouver des traces de l'ancien temps, un groupe de chercheurs souhaite prospecter le fond de la rivière au cœur du village. En particulier un endroit avec un fort dénivelé de plusieurs mètres qui mérite d'être examiné. C'est donc équipé de matériel de plongée et d'une caméra sous-marine que nous nous apprêtons à confronter notre imagination à la réalité. Mais notre exploration restera purement observatoire.
1709, le curé d'Elmas rapporte dans un écrit que de nombreux vestiges gallo-romains sont mis régulièrement au jour. Éléments sculptés, blocs inscrits, urnes, médailles et pièces. L'idée de découvrir un trésor dans la région de Rennes-le-Château est un rêve partagé par de nombreux chercheurs de trésors. Si un objet précieux avait été charrié par la rivière, il pourrait se retrouver dans cette petite fosse d'une hauteur de 4 mètres environ. Néanmoins, il est important de savoir qu'en France, il est interdit de ramasser, déplacer ou conserver des objets archéologiques sans autorisation. Au final, rien de particulier ne se trouve au fond de la rivière, à l'exception d'un élément qui nous renvoie au passé antique de Rennes-les-Bains. Coincé dans la roche, nous découvrons un fragment de colonne romaine. Quelques morceaux de tuiles anciennes, possiblement romaines, sont également visibles ici et là. Nous laissons tout en place comme nous l'avons trouvé. Mais que reste-t-il de l'histoire du village de Rennes-les-Bains? Si la plupart des artefacts trouvés dans la commune ont disparu, il existe tout de même un dépôt gardé par la mairie qui atteste du passé historique de ce lieu. Il est évident que ce riche passé alimente les légendes locales et les récits de trésors situés dans des lieux anciens, souterrains, enfouis et oubliés. Donc la question se pose. L'abbé Boudet aurait-il découvert l'un de ces lieux? Pour Rudy, passionné par cette affaire, Boudet est au cœur du mystère. Pour moi, l'abbé Boudet nous dit quelque chose. Il faut le comprendre, c'est son message. Alors je m'appelle Rudy, j'ai 40 ans, je fais partie entre guillemets de la nouvelle génération de chercheurs, même si ça fait 25 ans que je m'intéresse à cette histoire, que j'ai connue grâce à l'émission Mystère de TF1, comme beaucoup de gens de ma génération. Alors moi j'avais décidé à un moment donné, comme je suis dessinateur, de faire une sorte de bande dessinée parodique sur Rennes-le-Château. Je voulais reprendre à peu près tout ce qui fait cette légende, on va dire, le mythe de Rennes-le-Château. Je voulais faire une parodie, je voulais me moquer de cette affaire. J'avais commencé à créer les personnages, les caractéristiques, j'avais créé l'abbé Boudet, j'avais créé tout un décorum, tout un monde, et il s'est avéré qu'en revenant à Rennes-les-Bains, par hasard, si on peut parler de hasard, je suis tombé sur ce que j'appelle moi le fauteuil du Christ, qui est la représentation du lieu qui semble être indiqué par la Pietà qui est dans l'église de l'abbé Boudet. Et de là est partie une toute autre histoire. C'était plus une parodie, c'est devenu ma vision de l'affaire. Alors, ce que moi j'appelle le fauteuil du Christ, c'est une dénomination que je lui ai donnée en opposition avec le fauteuil du diable. Ils sont en relation sur le terrain, dans une triangulation avec le dé du Sarbaïrou et la source de Marie-Madeleine, dite source de la Gode dans le livre de l'abbé Boudet. Et ma quête va partir de ça, en fait. Et j'ai fait donc un premier livre, un deuxième, un troisième. J'ai fait une trilogie qui est parsemée de bandes dessinées, justement. On va avoir un côté explicatif, un côté décodage, un côté carnet de route. Et de l'autre côté, on va avoir un fil, une histoire qui va être racontée. C'est mon histoire, c'est comment moi je l'aperçois. Et voilà, on va suivre l'abbé Boudet jusqu'à la fin de sa quête, jusqu'à sa mort. À la différence de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains est un lieu où l'on trouve peut-être moins d'indices. Le temps a passé et l'intérieur de l'église, par exemple, a été entièrement refait. Mais la visite de cette dernière reste pertinente pour les chercheurs car il reste deux éléments de l'époque des abbés, deux grands tableaux datés du XIXe siècle. D'un côté, nous pouvons apercevoir une crucifixion et de l'autre côté, nous trouvons une pietà.
c'est-à-dire une composition peinte représentant la Vierge éplorée et portant sur ses genoux le Christ mort. La Pietà qui apparaît dans l'église de Rennes-les-Bains est une copie d'une gravure. Et lorsque l'on compare, quand on fait un travail de comparaison entre cette gravure et le tableau, on se rend compte que sur la gravure Marie-Madeleine est bien présente agenouillée en train d'embrasser la main du Christ. Et sur le tableau qui est à Rennes-les-Bains, la même forme de Marie-Madeleine disparaît en fait, mais garde la forme et devient une sorte de dolmen, une sorte de pierre. Déjà, s'il y a une modification, c'est qu'il y a une volonté de faire apparaître quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une pierre, c'est un lieu, c'est un périmètre. C'est un lieu, peut-être pas à trouver, mais en tout cas, c'est un lieu qu'on nous indique. Et ce lieu, je pense l'avoir découvert derrière la Fontaine des Amours, avec un décorum relativement semblable, dans lequel on va faire apparaître tous les éléments du tableau, mais de manière disparate sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va passer de la 3D, qu'on va représenter comme de la 2D. Un peu comme Picasso qui représentait plusieurs parties du visage d'une personne, mais de profil. Chaque hypothèse, chaque piste soulevée par les chercheurs nous interroge et surtout nous fascine. Mais qu'est-ce qui nous captive le plus? Leur recherche ou leur quête? En fait, cette quête, on n'en sort jamais indemne. Et au bout de 5 années de recherche sur le terrain, l'abbé Boudet, de l'avoir dessiné, de l'avoir fait vivre, il y a eu comme une sorte de relation qui s'est passée entre cet égrégore qu'on peut appeler l'abbé Boudet et moi, et comme une sorte d'hommage, je ne sais pas, de manière instinctive, je me suis fait tatouer la fameuse inscription qu'il a laissée sur sa tombe à Axat, comme un souvenir, comme une marque en fait. Le personnage, on ne sait rien de l'abbé Boudet, on sait peu de choses, on n'a que son livre, on a très peu de témoignages, et du coup l'abbé Boudet, c'est à nous de l'imaginer, c'est à nous de le ressentir. Et moi je l'ai ressenti comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un qui nous tient la main, qui nous emmène dans son cromlech, et j'ai vraiment ressenti ce personnage. Donc le fait aussi de l'avoir mis en image, de l'avoir fait vivre, de l'avoir fait parler, il a vécu en moi, et du coup je l'ai tellement ressenti. Quand j'ai terminé cette BD, je ne voulais plus le quitter, donc je me le suis, entre guillemets, marqué sur la peau pour l'avoir auprès de moi jusqu'à la fin. Le témoignage de Rudy pose une énième question. Cette quête du Graal intérieur, ce voyage personnel est-il lié à un appel? Et si c'est le cas, cet appel transcende-t-il les frontières? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Sandra, de nationalité allemande, et qui a décidé d'habiter entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains. My name is Sandra, I'm from Germany, and I chose to live here in the south of France. So we were very lucky to find a beautiful place at the bottom of Rennes-le-Château, so where the countryside is so beautiful and it's peaceful and calm, and this is the place we chose to live. The thing that I really enjoy here, in living here, is the peace and the calmness. You are kind of away from the troubles of the world. We have our own sanctuary here, so that's a major feeling. And the other feeling is like this deeper connection to the countryside and to the spirit that is still alive here. When you look back into history, the Romans were here, then the Merovingians were here, then the Visigoths were here, then the Templar Knights were here, the Cathars were here. And all of them, somehow, it is said, they brought important objects, treasure, whatever, they brought it to the region. So this draws people from all over the world to Rennes-le-Château. So we have a community of 70 people, and you find people from Australia, Japan, Holland, Switzerland, Germany. It goes on and on and on, so it's international. And because it feels like there's a calling going out to some people, they feel really drawn to the whole
mystery of the place. And then they come and then they start their own quest. I think mainly, probably it's a spiritual quest. Like people want to find themselves. And then maybe they start with Mary Magdalene. It is said that Mary Magdalene came to the area. So they start with that, and from that the journey continues. And this is where the Cathars play an important role, in my opinion, because they were here and they were like the first ones who said that you don't have to look into the outside world if you want to find God. You can look within, and you don't need a priest and you don't need a bishop or a pope to have your own connection with God, to the true source where we all come from. And I think in the end, this is what people are looking for. And here it seems that the veil is not so thick than maybe in crowded cities or other areas. Here it feels like it's very close, and I feel very blessed to have found that place, that life has guided me to this area, and that I am allowed to live here. This is the place where I truly feel at home. En s'affranchissant des frontières et des croyances, cette région de l'Aude semble rassembler des individus sensibles en quête d'une vérité aux multiples facettes. C'est une piste à explorer. Cependant, de mon côté, j'avais l'intuition que nous étions passés à côté d'un indice crucial. Un élément si flagrant qu'il aurait échappé à notre vigilance. Un sujet à la fois historique et géographique qui est absent du livre de l'abbé Boudet qui pourtant regorge de références précises. Ce dernier ne pouvait ignorer cette ligne invisible créée sous Louis XIV, qui scinde la France en deux et qui n'est pas mentionnée dans son ouvrage pourtant si savant. Il ne pouvait ignorer l'existence du méridien de Paris. Or, si l'on regarde la carte de France, si l'on suit le méridien de Paris, ce dernier la traverse du nord au sud et frôle notre position, là où se situe le massif du Cardoux. Comment expliquer cette impression qui m'envahissait? Mon enquête venait juste de commencer.